birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Je vis une vie de garçon, mais je sens bien que c'est pas ma vie vraiment de garçon, que j'aimerais qu'elle soit ailleurs. Quand je me maquillais et que j'étais femme, c'est là que la vérité apparaissait. J'ai commencé à me laisser pousser les ongles, à me laisser pousser les cheveux. Ça se subit, la transidentité. Il n'y a aucun choix. Autour de mes 50 ans, j'ai dit ok, ça plaira ou ça plaira pas, je serai une femme transgenre et j'en serai fière. Et puis voilà, et ça sera ma vie. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et à grandir. Elle est totalement libérée. Il y a une joie de vivre. Elle m'a subjugué parce qu'elle est superbe. Moi, je trouve que c'est une réussite parfaite. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Aujourd'hui, je reçois une femme dont le parcours ne peut laisser personne indifférent. Il y a 10 ans encore, elle était un homme, jusqu'à ce jour de 2007, où elle s'est enfin autorisée à être elle-même en se faisant opérer. Le regard des autres, les doutes, elle a traversé un long parcours du combattant avant d'être aujourd'hui femme, transsexuelle et même féministe. Je suis sûre que comme moi, vous vous posez plein de questions, alors je vais tout de suite l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Enchanté aussi. Tout va bien? Mais parfait. Entrez, mettez-vous à l'aise. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire? Un café, un thé? Un jus d'orange. Jus d'orange. Alors, j'ai devant moi Olivia, une très belle femme. Merci. J'ai envie de dire une jeune femme, même, puisque ça fait juste 15 ans que vous avez opéré cette transition pour devenir Olivia. Est-ce que depuis toujours, vous vous sentez femme, au fond de vous? Oui, bien sûr. Depuis toujours, depuis l'enfance. Est-ce que je pouvais dire que j'étais femme quand j'étais petite? J'en suis pas sûr, mais il y avait déjà quelque chose. Je savais que j'allais aller vers quelque chose. Vous l'assumiez, cette idée-là? Ah non, quand j'étais enfant, pas du tout. Pas du tout, j'arrivais même pas à le nommer. Je savais pas ce que c'était que de ne pas être bien dans son corps, de ne pas être là où il faut être. Pourquoi c'était important d'être parmi nous aujourd'hui et de témoigner sur votre histoire? Parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur cette question de la transidentité, beaucoup d'inconnus aussi. C'est quelque chose dont on parle pas mal, et tant mieux, c'est bien qu'on en parle. On n'en parle pas toujours bien, et ça touche beaucoup de personnes, et c'est très difficile à vivre. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ah ben, je suis une femme avec 50 ans de retard, mais je suis une femme heureuse. Épanouie. Oui, Alors, pour préparer notre rencontre, je vous ai demandé de regarder vos photos Oui. familiales, vos photos personnelles, et d'en choisir quelques-unes qui illustrent votre parcours. Je vais vous laisser aller vous en imprégner, et puis on se retrouve tout à l'heure au salon. Je vous laisse y aller, et à tout de suite. Entendu. J'adore celle-là.
quelle est l'émotion qui domine là, en regardant toutes ces photos? Ah ben, il y en a qui m'ont... Oui, il y en a ça fait drôle de les voir quand même. Revoir ma grand-mère, par exemple. Alors, bravo. Est-ce que c'est vous sur cette photo? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai l'air songeur, d'ailleurs. Hein. Déjà, je pensais peut-être à quelque chose, je ne sais pas. Moi, c'est émouvant de revoir ça. Toutes ces photos-là, c'est un déroulé de la vie. Il y a des choses qui étaient inscrites. Qu'est-ce qui était inscrit sur cette photo? Je pense que on a en soi la question dont on va parler, qui est le trouble de l'identité de genre. C'est inscrit dès le départ. C'est pas quelque chose qui arrive à 50 ans, hein, bien sûr. Même si j'ai fait ma transition à 50 ans, c'est inscrit dès le départ. Évidemment, on le sait pas. Et c'est pour ça que je pense que ça peut transparaître quelque part. Forcément, ça transparaît. Parce qu'on n'est pas complètement à l'aise avec soi-même. On peut pas le nommer. Mais je sentais bien par rapport à mon frère, ou mes frères, j'ai 2 frères, je réagissais pas comme eux. Je me sentais souvent aller vers le monde de mes sœurs. J'ai 2 sœurs aussi. Hein. Qu'est-ce que l'adulte que vous êtes devenu et la femme que vous êtes devenue aujourd'hui dirait à ce petit garçon que je vois sur cette photo? Vis ce que tu as à vivre et laisse pas le temps passer. Fais-le tout de suite. Ce que tu as à vivre, fais-le tout de suite. Laisse pas passer les trains. Prends tout de suite, monte dedans. Olivia naît en 1950 à Meudon, en banlieue parisienne. Cadette dans une fratrie de 4 frères et sœurs, c'est en petit garçon qu'elle grandit au sein d'une famille bourgeoise, bienveillante et aimante. Quelle est l'ambiance dans cette famille? Elle est parfaite. C'est une enfance aisée. C'est une famille où on aimait rire. Elle n'a pas été tout le temps ensemble, puisqu'avec les écarts d'âge, mon grand frère était parti quand moi j'ai commencé. Mais une famille soudée, j'allais dire, j'ai eu de la chance. De ce côté-là. Un papa plutôt tolérant? Avec de l'autorité? Un père très, je dirais, intelligent, ça c'est sûr. Faussement dans la lune, parce qu'en fait il était bien au courant des choses. Mais oui, très tolérant, oui. Assez humaniste, oui. Vous avez des rêves d'enfant? Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? À cet âge-là, là, déjà, pour moi, les choses sont claires. Je serais pilote. Je serais pilote de ligne. Ça, J'avais une telle admiration pour mon oncle. J'ai un oncle qui était pilote dans l'armée et qui en parlait tellement bien. C'est un tel narrateur. Et il m'a donné l'envie. Je me suis dit, c'est clair, je serais comme lui dans un cockpit, tout ça. Enfin, bon, dans l'aviation civile, pas dans l'armée, parce que j'étais pas très militariste. Alors, vous grandissez. Est-ce que vous vous sentez différent? Est-ce que déjà vous percevez quelques signes? Bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez? Bien sûr, on se sent déjà un peu à côté. À quel moment, par exemple? Là, même avant, 7 ans, 8 ans, on voit bien qu'il y a quelque chose on ne sait pas le nommer. Il n'y a pas de mot pour ça. Donc je vis une vie de garçon, mais je sens bien que ce n'est pas ma vie vraiment de garçon, que j'aimerais qu'elle soit ailleurs. Et qu'est-ce qui vous attire, par exemple, chez vos sœurs? Tout ce qui est lié à la féminité. Ouais. Quand je les regardais se maquiller, mais c'était pour moi, je les regardais avec une envie. Je voulais que le crayon soit sur mes yeux, pas sur les siens, que le rouge à lèvres soit sur mes lèvres. Alors que je voyais bien que mon frère, lui, s'en foutait complètement. Et elle sentait, elle, cet intérêt que vous aviez? Oui, je pense, oui. Vous en parliez? Elle Non. vous le disait? Non, parce que je cachais tout ça, moi. Ouais. Je pensais que c'était une curiosité, puis comme on en profitait pour parler, voilà, c'était un moment aussi d'échange. Voilà. Est-ce que vous perceviez comme un petit garçon heureux à ce moment-là? Joyeux de vivre? Oui. J'ai eu une enfance très heureuse. Et c'est vers 16-17 ans, 16 ans, que là, cette espèce de difficulté qu'on commence à ressentir, de ne pas être complètement là où on doit être, comme une image floue qui devient de plus en plus précise. Et donc là, à un moment donné, on prend conscience. On commence à prendre conscience que c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on croit, qu'on en a un peu peur de cette tendance, qu'on ne veut pas en parler, dans une société où on ne parlait même pas de transidentité, de transsexualité ou de quoi que ce soit. Donc ça fait peur, j'en parlais pas du tout.
Mais je sentais que ça devenait sérieux. Alors 16-17 ans, c'est l'adolescence, c'est l'âge des premiers émois, des premiers amours. Ouais. J'imagine que vous étiez avec vos copains. Est-ce que vous étiez attiré par les filles à ce Ah oui, moment-là? oui, tout à fait. Je faisais comme tous mes copains, bien sûr. Mais vous faisiez comme en étant vraiment attiré ou c'était Ah oui, oui, juste ça- un jeu? Non, pas du tout. J'adorais ça. Pour moi, être avec des femmes, même en tant que garçon, c'était déjà être avec les femmes, dans le monde des femmes. J'étais avec elles. Et- Vous les désiriez? Ah, totalement, oui. Vous aviez du succès? Pas mal, oui. Vous étiez beau garçon? Bah, les photos, je ne permets pas de juger, mais les photos sont là pour voir, oui. Assez dandy, assez... vous accordiez de l'importance à vos tenues? Oui, bien sûr. J'aimais séduire, hein, toujours d'ailleurs. Et donc les femmes appréciaient votre compagnie? Les femmes appréciaient bien ma compagnie, oui. Oui, oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs au cours, c'est à 18 ans, c'est au cours d'une nuit, c'était à Londres, où à l'époque, c'était en 69, 68, donc c'était le Londres de ces années-là, assez débridé. Et donc dans une nuit un peu évanescente, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, j'ai découvert là que la personne qui faisait l'amour ce soir-là, c'était une femme qui s'appelait Olivia. Je me suis senti tellement femme ce soir-là que là, ça a été une révélation Et vous quasi définitive. faisiez l'amour à une femme, Voilà. et là, vous vous êtes rendu compte que vous étiez une femme en train de faire l'amour à une Dans femme. ce trip-là, je me sentais tellement femme à ce moment-là. C'est la première fois Ouais. que ça vous paraissait aussi évident. Que je l'ai vécu dans mon intérieur aussi fort. Et là, je me suis dit, là, que c'est vrai qu'il y a vraiment une femme en moi. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi? Il va falloir que je la mette de côté parce que ça va poser un problème. Dans la France des années 60, la transsexualité est vue comme une aberration reléguée aux scènes de music-hall. C'est d'ailleurs là que se produit Coccinelle, un homme devenu femme et dont le mariage a fait scandale. Pour Olivia, cette pionnière de la cause trans est une icône absolue. Jusque-là, je disais, mais ça m'est interdit, ça se fait pas, un homme ne devient pas une femme. Et puis, tout d'un coup, je prends conscience que oui, voilà, La voilà, Coccinelle est tellement belle en plus. Donc, un homme peut devenir une femme, et une femme magnifique. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, il y a une passerelle qui s'est jetée entre moi, la rive des hommes et le monde des femmes. Et je me suis dit, cette passerelle, je peux aussi la prendre. Pourtant, vous n'en parlez pas, vous choisissez de garder tout ça pour vous, parce qu'au moment où vous avez cette prise de conscience, quand vous êtes à Londres, là, à 19 ans, Voilà. vous choisissez de tout occulter, de tout garder pour vous. Oui. Oui, parce que c'est difficile de dire à ses amis, voilà, je suis Olivia. Aujourd'hui, ça aurait peut-être été plus facile, mais à l'époque, non. Donc on cache, on met un couvercle là-dessus. Ça doit développer quand même un mal-être en vous. À partir du moment où on prend conscience, une conscience aussi profonde, c'est fini. C'est reste en soi, c'est obsessionnel, on ne pense plus qu'à ça et on a besoin de le vivre concrètement. Donc on commence à engager une vie féminine, je vais dire, pour aller vite et se Comment comprendre vous vite. engagez une vie féminine? Non, s'habiller, se maquiller, sortir, avoir ce frisson incroyable de sortir sous une apparence féminine en se disant mon Dieu, pourvu qu'on voit pas, on me reconnaisse pas, parce que ça serait horrible. À quel moment vous faites ça? Vous sortez le soir là, À chaque moment qu'on peut voler, on le vole. On va s'acheter des habits, on les cache. Enfin, c'est à la fois, c'est terrible parce que on sent que c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe et on est obligé de le vivre clandestinement, de pas en parler. Vous n'en parlez à personne à l'époque? Non, je pouvais pas en parler. C'était trop dur. Même pas à des amis? Non, des je gens vivais très à proches? partir de 20 ans, je vivais avec une copine. Une petite copine? Une petite copine, oui, on vivait ensemble, je ne pouvais pas en parler, c'était complètement caché. Donc bien comment sûr. vous faisiez pour cacher vos habits? Elle pouvait tomber dessus. Pour partir habillée en femme, c'était forcément... Le plus simple, c'était de lui prendre ses affaires, bien sûr, mais... Et oui, bien, voilà, c'est ça, l'angoisse, c'est cette vie cachée. Mais c'est indispensable, et
Et progressivement, elle envahit. Elle prend de plus en plus de place à l'intérieur. Autour d'Olivia, personne ne se doute de rien. Mais lorsque son rêve de devenir pilote s'évanouit à cause d'une oreille défaillante, elle se lance dans l'architecture et ouvre un bureau à Marseille en 1978. C'est dans cette ville que de nouvelles rencontres vont changer le cours de sa vie. Il se trouve que vous habitez dans un quartier où vous côtoyez des trans. Voilà, c'est incroyable ça. Je ne connaissais pas Marseille, je loue un appartement, oui, totalement. Et donc la rue parallèle, c'est la rue Curiole, dans laquelle, là ça fait rire tout le monde quand je dis « Ah, tu habites à côté de la rue Curiole », mais oui, c'est la rue des trans et des prostituées. Et donc j'ai côtoyé des trans, je suis devenu ami avec une ou deux, parce que ça m'a fasciné. Je voulais savoir comment elles avaient fait, qu'est-ce que c'était que les hormones, tout ça. Et là je me suis dit, j'y vais, il faut que j'y aille. C'est ça. J'y vais, c'est-à-dire Ah ben je vais faire une transition, ma vie est là. J'ai compris que c'était... Et pourtant, vous ne l'avez pas fait à ce moment-là? Je ne l'ai pas fait parce que l'écart avec l'acceptation qui était celle de l'époque pour les personnes trans, la société ne faisait aucune place pour elles. Soit on en a parlé, c'était Coccinelle, mais c'était quand même une personne très décalée, on dirait aujourd'hui. Ou la prostitution, ce que je voyais à Marseille. Donc là, vous vous dites, je préfère garder ça pour moi et essayer de vivre, entre guillemets, normalement. Effectivement, j'ai fait un arrangement avec moi-même et la société. À partir du moment où on a compris ce qu'on est, vers là où on doit aller et qu'on ne peut pas y aller, il y a une espèce de mensonge de l'être vis-à-vis des gens qui m'entouraient, voire même des gens avec qui j'ai vécu, même si j'en ai toujours un peu parlé, quand même, bien sûr. C'était pas... Mais il y a une forme de mensonge, et ce que je disais une fois, quand je me maquillais et que j'étais femme, c'est là que la vérité apparaissait. Et c'est en me démaquillant que le faux était visible. J'aurais voulu des nuits éternelles, hein. Le petit matin, je haïssais l'aube parce qu'il fallait que je me démaquille, que je remette des vêtements qui n'étaient pas les miens. Et que j'apparaisse sous une apparence que tout le monde trouvait normale et qui pour moi ne l'était pas. Mais bon, c'est celle qu'il fallait que j'aie à l'époque. Alors, pour mener une vie normale, eh bien, vous vous mariez une première fois en 1979. Ça ne dure pas trop, ce n'est pas la bonne personne, donc vous divorcez assez vite et vous rencontrez une autre compagne avec laquelle, là, vous vous entendez beaucoup mieux? Voilà, oui. J'ai laissé, dès le départ, comprendre que, voilà, j'étais pas quelqu'un de complètement, pas complètement classique, voilà. Et je crois que, oui, ça fait partie de l'accord initial. Ça ne lui a pas fait peur? Elle a essayé de vous poser des questions? Non, je pense pas. C'est quelqu'un très ouvert, intelligente, très tolérante et qui s'est dit, mais après tout, voilà, la personne est comme ça, j'aime cette personne, je prends comme elle est. Donc là, vous étiez amoureux. Amoureux, oui. Amoureux, et vous avez décidé d'avoir un enfant avec cette femme? J'ai eu effectivement une fille. Ce n'est pas une existence paisible que mène Olivia. Son apparence masculine la fait souffrir et celle-ci se fissure au gré de ce mal-être qui ne cesse de grandir en silence. Quand vous vous endormiez le soir, vous y pensiez, vous en rêviez d'être une femme? Comment ça se manifestait? Totalement. Je rêvais le soir. Le soir, je m'endormais souvent en me disant... une baguette magique, peut-être. Il y a une fée qui va passer, quoi, et demain, je vais me réveiller, je serai une femme. Bon, évidemment, la réalité, le principe de la réalité est là. Le matin, on est soi-même. Et voilà. Mais non, ça devient obsessionnel. On ne pense qu'à ça. Mais donc, c'est très douloureux à vivre. Vous étiez en souffrance? Forcément. Forcément, on ne vit pas ce qu'on a à vivre, on n'est pas ce qu'on doit être. Et les années passent et on est de moins en moins bien. On est de moins en moins bien. On veut être de plus en plus l'autre qui est en soi. Vraiment, il faut comprendre ça. Sinon, on ne comprend pas la transidentité. Ça se subit, la transidentité. Il n'y a aucun choix. On ne choisit pas de devenir un homme ou une femme, puisque ça marche évidemment dans les deux sens. Et à un moment donné, pour une raison que je ne pourrais pas donner, de même que je ne pourrais pas dire pourquoi je suis une personne trans et d'où ça vient, je sais que je le suis et je vis comme ça. Un jour... autour de vos 50 ans? Autour de mes 50 ans, effectivement, il y a une vague qui est arrivée plus forte que les autres. Et là, j'ai dit, OK,
emmène-moi. Il y a l'intuition du temps qui s'écoule et qui fait que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera plus. Ce qui fait que quand la vague arrive, on est prêt. Je crois que j'étais prête à ce moment-là. Alors, elle s'est exprimée comment cette vague? Simplement, c'est que, comme je le disais, j'ai pas décidé. J'ai commencé à me laisser pousser les ongles, à me laisser pousser les cheveux, à prendre une apparence de plus en plus concrète et permanente. Donc votre compagne a dû le remarquer. Et oui, et un jour, elle m'a dit, mais tu te féminises. Et je m'entends encore répondre, oui, c'est vrai, et ça va pas s'arrêter. Et ça va pas s'arrêter. Comment a-t-elle réagi? Elle a compris, je pense, ce jour-là, que c'était sérieux. Est-ce que ça voulait dire la fin de votre histoire de couple? Bien sûr, 50 ans de vie établie, et tout d'un coup, c'est une révolution. La personne avec qui on vit, on peut la perdre. Le travail qu'on a, on peut le perdre. Les amis, on peut perdre tout ça. Mais on sait qu'on va vers quelque chose où on va aller vers le mieux. On va aller vers soi-même. C'est un long chemin vers soi-même. Plus rien ne peut empêcher Olivia de vivre. Elle apparaît enfin au grand jour et ce changement ne connaîtra plus de revirement. Son couple éclate. Il faut annoncer cette décision à sa petite fille de 7 ans. Comment vous lui en avez parlé? Vous avez pris conseil? J'avais vu une psychothérapeute. Elle dit, écoutez, vous savez, un enfant a une imagination, il peut accepter beaucoup de choses. Je vais vous donner une image et ça va vous aider. Pour un enfant, Harry Potter peut se transformer en dragon. L'enfant sait toujours que derrière le dragon, c'est Harry Potter. Donc, en fait, il aime bien le dragon, parce que même s'il lui fait peur, derrière, c'est Harry Potter. Il dit, ben, pour vous, c'est pareil. Vous pouvez changer d'apparence. Ce qui est important, c'est que l'enfant sache que derrière cette apparence, c'est toujours le père. En revanche, voilà, que le lien au père soit toujours là, très fort. Et que, effectivement, ça a été la première question qu'elle m'a posée, c'est je t'appellerai toujours papa. Je lui ai dit, bien sûr, tu m'appelleras toujours papa. Et votre famille, alors, vous avez dû J'ai fait mon coming out, comme on dit maintenant. C'est vraiment le plus dur. Quand on a caché ça pendant 50 ans, quand tout d'un coup, il faut dire à des gens qui vous ont connu, ben voilà. Je vais être Olivia. Je suis Olivia. Donc j'ai commencé par les personnes les plus importantes dans ma vie. Ça a été mes parents et ma famille très proche, ma sœur Catherine, mon frère Bruno, voilà. Votre père était décédé et Oui. vous avez dû le dire à votre mère. Comment a-t-elle réagi? Pas très facilement, d'une façon très tolérante, parce que ma mère m'a dit, écoute, si ça te rend heureux, si tu es heureux, parce qu'elle ne pouvait pas dire heureux, si tu es heureux, alors je serai heureuse. Mais elle ne m'en demande pas beaucoup plus. Je ne pourrais pas t'appeler Olivia ou des choses comme ça. Mais si c'est ton chemin, fais-le. Ce qui était déjà magnifique. Elle avait 90 ans, hein, quand même. On était très inquiets de savoir comment elle réagirait. Et puis un jour, c'était un jour de mon anniversaire, elle m'a appelé pour me souhaiter mon bon anniversaire et elle m'a appelé Olivia. Et donc c'était certainement un des plus beaux cadeaux qu'elle m'ait fait. Et quand vous voyez là avec elle sur cette photo, qu'est-ce que Ben voilà, vous dites? c'est exactement à ce moment-là. Elle est adorable, elle a 90 ans. C'est une femme magnifique, hein, on le voit encore, c'est une très belle dame. Elle vous a complètement accepté en tant totalement. qu'Olivia. Alors, là Elle où vous on donnait était... des conseils vestimentaires? Mais oui, alors là où on était inquiet, finalement on a eu tort. 2 ans après, elle m'appelait donc Olivia, mais elle disait j'ai 3 filles, elle me présentait comme sa dernière fille. Oui, elle n'était pas contente parce qu'elle trouvait que je m'habillais pas bien. Alors vous disiez tout à l'heure qu'on prend le risque de tout perdre, y compris son travail. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ça a été le cas. J'ai des clients qui ont considéré que d'avoir une personne trans sur les chantiers, ça pouvait remettre en cause leur image ou je ne sais quoi. Et au lieu, évidemment, ils ne le disent pas. Et donc, ils ont cassé les contrats, quoi. Voilà. Et donc, ça m'a coûté l'agence, oui. Alors, là, vous commencez ce qu'on appelle la transition. Donc, ça se passe comment? En France, le parcours, quand je l'ai fait, était le suivant. Il faut d'abord obligatoirement passer par la case psychiatre qui délivre d'abord
va vous dire si vous êtes ou si vous n'êtes pas, ce qui est incroyable. On sait qu'on est trans, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Simplement, il faut qu'on nous aide. Voilà, donc il faut passer par la case psy qui va vous donner une ordonnance pour aller voir un endocrinologue, lequel endocrinologue va vous donner le traitement d'hormonothérapie de substitution. Donc destiné à quoi? À vous transformer, à transformer la voix, la peau? La testostérone va être arrêtée, vous n'aurez plus d'hormones de ce côté-là, donc on met une hormone de substitution qui sera donc féminine, des estrogènes. Et les conséquences de cette hormone féminine, effectivement, c'est d'avoir la peau qui s'affine, les cheveux qui deviennent plus fins, les graisses qui se répartissent autrement, les seins qui poussent, les poils qui tombent, voilà, oui. Avant de prendre vos premières pilules, vous avez hésité? Bah oui, quand même. En vous disant on les quoi? regarde, là, elles sont là dans la main. On se dit, si je les prends, ça y est, j'y vais, quoi. Oui, c'est... Mais bon, on les prend, bien sûr. Ça va durer 2 ans, cette transition. Comment vous vivez votre métamorphose? On y part assez démunis parce qu'on a toujours des papiers d'identité, d'état civil qui vous donnent votre ancien état civil. Donc on est dans une période très difficile, on a une apparence déjà féminine. Vous êtes toujours dire oui, non, oui, enfin c'est à la poste ou n'importe où. Bah oui, les papiers c'est bien moi, voilà. Vous voyez, et ça vous vous en rendez pas compte, mais c'est quotidien, c'est pour louer une voiture, prendre un billet de train. Et physiquement, ça se passe comment? Des gens que vous croisez qui réagissent sur votre féminité, ça vous fait plaisir? Comment vous réagissez? La première grande joie, c'est la première fois que vous rentrez, je ne sais pas, à la pharmacie et qu'on dit bonjour madame. C'est tellement aussi beau de voir que on va de plus en plus vers ce qu'on est. Moi, j'y suis arrivé sans trop de difficultés, j'ai porté mes valises, comme on dit, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a pour qui c'est trop dur. C'est quand même, parmi les 15-20 ans, c'est chez les personnes trans qu'il y a le plus fort taux de suicide. Une trans sur 2 est au chômage. Essayez de trouver un boulot avec des papiers qui ne correspondent pas à votre identité, c'est fini, ça ne marchera pas. La discrimination est permanente, donc c'est pas un chemin facile du tout. Sur cette route se trouve un moment irrévocable, le changement de sexe. C'est en 2007 qu'Olivia est prête à faire le pas. L'opération est peu pratiquée en France, alors elle part en Thaïlande pour se faire opérer. C'est après 6 heures d'anesthésie et une facture de 15 000 € qu'Olivia est enfin une femme, presque comme les autres. Je voulais vivre ma vie de femme à 100%. Donc pour moi, le fait de faire l'opération était inscrite dès que j'ai commencé ma transition. C'est pas une obligation, on peut vivre aussi sa féminité, être reconnu socialement comme femme sans être opéré. Bon, moi c'était un choix. Et à cette époque-là, ce choix, en France, il n'y avait pas de technique chirurgicale très pointue. Ça s'est amélioré. Pas trop mal d'ailleurs en France, mais enfin encore il y a du chemin à faire. Alors qu'en Thaïlande, c'était, il y avait en Belgique, il y avait en Thaïlande, voilà. Donc, et puis c'était financièrement moins cher. Voilà. Et le geste était parfait et sûr. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous prenez l'avion? Non, on n'emmène pas large. Parce qu'on sait là quand même qu'on c'est presque un billet aller simple. On part et on sait qu'on reviendra sous une autre forme. En quoi consistait l'opération et qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est une vaginoplastie, donc on crée un vagin artificiel et puis il réutilise, là il a un côté un peu magicien, il réutilise un peu tout ce qu'il peut, tout ce qu'on lui offre, pour recréer un sexe féminin mais d'une façon presque parfaite. Vous pouvez vivre ensuite une vie tout à fait normale sur le plan sexuel. Avec Prendre du plaisir comme une femme? Oui, tout à fait. Je vous imagine la veille de l'opération. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Moi, je me suis dit, mais demain, c'est fini. Je vais vivre ce que j'ai à vivre. Je vais finir les placards de mentir, tout ça. Je veux plus connaître ça. Ça plaira ou ça plaira pas. Je serai une femme transgenre et j'en serai fier. Et puis voilà, et ça sera ma vie. Alors ça a été Sinon, quoi c'est la double peine. Si en plus, une fois que vous êtes devenue une femme transgenre, vous en avez honte, vous vous cachez en disant... c'est la double peine. Déjà, vous êtes trans et en plus, vous en avez honte. Non, certainement pas. Donc le jour d'après, vous étiez comment? Vous vous êtes réveillé comment? Oh bah, comme tout opéré, pas terrible.
On n'a pas les idées très claires, mais disons que quand j'ai eu le feu vert du chirurgien pour enlever tous les pansements et aller prendre une douche et que je me suis vu à ce moment-là dans la glace et que j'ai vu ce corps enfin, comme il était, parce que j'ai vu ici et d'imaginer ce que ça serait un corps comme ça. Vous êtes inondé de bonheur, quoi. Inondé de bonheur. Après un mois de convalescence, Olivia rentre en France en femme comblée. Le plus dur est passé. Il reste pourtant une étape complexe et hautement symbolique, son changement d'identité officielle. Le chemin n'est pas encore terminé. Il y a le dernier obstacle, et c'est pas le moindre, parce qu'une personne trans a 2 fois besoin de la société, la première fois sur le plan médical, la deuxième fois sur le plan administratif. On est dépendant de ce côté-là. Il vous a fallu combien de temps, vous, pour obtenir vos papiers? 1 an et un peu plus. 1 an et un peu plus, voilà. Oui. Et là, alors quand même, là, quand on les a, hein, quand on voit le F sur la pièce d'identité, C'est assez important. waouh, quand même, ça y est, on les a enfin, ces papiers. Là. C'est un peu comme un point final, quand même. Enfin, c'est un point final à la première partie. Et en fait, après, tout commence. Il faut déjà apprendre à vivre comme une femme, parce que jusque-là... et donc, il faut... C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis une femme avec 50 ans de retard, il faut apprendre vite, hein, je sais pas, toute l'adolescence, tout ça. Hein. Donc ça veut dire apprendre à s'habiller. Amoureusement, vous avez des expériences avec des hommes, alors, à ce moment-là? Oui, j'ai pas voulu mourir idiote. Voilà, donc j'ai eu des expériences masculines, mais bon, ça m'a confirmé que mon orientation sexuelle était avec les femmes, oui. Donc Voilà. vous avez découvert ça, votre véritable... Oui, parce qu'en fait, j'aurais été bien incapable, avant d'être arrivé sur l'autre rive, la rive du monde du cercle des femmes, de dire quel aurait été vers quoi je voulais aller. On n'en sait rien. En fait, c'est comme n'importe qui. Le jour où je suis devenue femme, je ne savais pas. Ouais. Et il s'est avéré qu'en fait, j'aimais les femmes. J'ai continué à aimer les femmes. D'autres découvertes, par exemple, dans le milieu professionnel? Oui, en fait, tout d'un coup, on reçoit le regard de la société sur vous en tant que femme, alors que je le recevais en tant qu'homme. Et ce 2 regards de la société qui sont différents. Les inégalités sont criantes. Et quand on est né femme, on vit avec, on peut s'en plaindre, on peut se battre contre ça, mais ça fait partie des choses qu'on a toujours connues. Moi, je n'avais connu la facilité, entre guillemets. Alors, exemple précis. La reconnaissance des compétences, le poids de la parole d'une femme. Le poids de la parole d'une femme est beaucoup moins fort que celui d'un homme. Un homme peut péremptoirement affirmer quelque chose, on va l'entendre. Si une femme dit quelque chose, ça n'a pas le même poids. Il faut qu'elle... Et en fait, ça passait très mal. Donc... Vous avez dû apprendre J'ai appris à commencer à faire des virages et finalement, oui, on finit par obtenir ce qu'on veut. Voilà, c'est toute cette partie-là du monde qu'on a envie de changer. Si la vie est une somme d'expériences, qu'est-ce que vous en tirez, vous, de toutes les expériences que vous avez vécues? Il est dur de faire une place à l'autre quand l'autre est différent de soi. La tolérance dont on parle souvent, elle trouve ses limites pour un certain nombre de gens assez rapidement quand il faut prendre l'autre différent de soi avec un grand A, l'autre avec un grand A différent de soi. Parce que la vraie tolérance, elle est difficile, elle gêne. Quand on arrive avec notre différence, moi je serai toujours différent. Pour un homme, je suis plus un homme. Pour une femme, je serai jamais une femme. Je suis donc une transgenre, comme on dit, comme je le disais tout à l'heure. J'en suis fier. Je le refuse pas, mais je suis différente. Et donc, on nous l'a fait ressentir, notre différence. La société n'est pas tendre. Hein. Si c'était facile d'être tolérant, on le serait tous. Et moi, j'aimerais qu'on aide plus les gens quand ils ont cette différence. Il y a un cercle de milliards d'individus qui sont hommes, un cercle de milliards d'individus qui sont femmes, et nous, on est entre les deux. On n'est plus dans l'un, on n'est plus dans l'autre. Il faut qu'on nous aide. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre parcours et de votre témoignage aujourd'hui?
qu'il faut beaucoup d'amour dans tout ça. Le premier endroit de la transphobie, c'est dans la sphère familiale. C'est les parents qui rejettent leur enfant. Parce que tout d'un coup, il y en a un enfant va dire, tu sais, je ne suis pas un garçon, je suis une fille. Mon Dieu, quelle horreur. Mais non, il faut que ça reste plein d'amour. Ben oui, un enfant, pour une raison qui nous échappe en plus, dont ils ne sont même pas responsables. Et les parents non plus, d'ailleurs. Donc voilà, qui restent dans l'amour des uns et des autres et qui s'acceptent comme ça dans leurs différences. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de témoigner. Vous parlez de l'importance de la famille et de l'amour de la famille. Vous allez nous présenter à présent votre frère Bruno, dont vous avez toujours été très proche. Et on va voir comment il a vécu tout ça et comment il vous a aidé dans toutes ces périodes un peu compliquées. Et puis on va rencontrer également Michèle Delaunay, qui était ministre à l'époque où vous l'avez rencontrée. Avec elle, justement, vous avez travaillé à faciliter le processus administratif pour permettre aux transgenres d'accéder à leur nouvelle identité. Donc on va les découvrir, je vais aller les chercher. Avec plaisir. Cela paraît presque facile lorsqu'on écoute Olivia parler. Elle a la pudeur, de ne pas dire la difficulté de la reconstruction. Pourtant, une question nous préoccupe tous. Comment a-t-elle fait? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses proches, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mes invités. Les parents doivent redoubler d'écoute, pas de jugement cassant. Il faut essayer de comprendre, quitte à consulter à côté pour avoir un avis, un deuxième avis, etc. C'est une grande leçon sur la qualité d'écoute qu'ils peuvent avoir, ou les petits signes d'appel, aussi discrets soient-ils. Donc Michèle Delaunay, cancérologue, bordelaise, ancien ministre des Personnes âgées, et puis votre frère Bruno, vous êtes médecin à Saint-Malo, Exact. Père de 3 enfants. Exact. Merci en tout cas de nous rejoindre. Quel souvenir vous gardez de votre enfance et du lien qui vous unissait à ce moment-là? Une complicité où on n'avait rien à se prouver. Tout était naturel dans tout ce qu'on faisait, dans les mauvais coups, dans les bons coups. On était toujours complices sur beaucoup de choses. Ce qui ne voulait pas dire qu'on s'interrogeait de façon profonde sur tel ou tel problème, mais on avait toujours une complicité immédiate, et ça, j'en regarde, et qui a duré très longtemps, jusqu'à nos études supérieures, quoi, jusqu'à ce que je parte faire médecine, et puis Olivia est partie faire super-héros. C'était quel genre de petit garçon? Ah, il était drôle. Attention à ce que tu dis. Non, il très drôle, très amusant, et c'est vrai... nous sommes une famille, c'est vrai, où l'humour et la dérision est roi et reine. Ça, c'est... Donc, on était toujours dans l'humour et la dérision. Et en fait, on ne prenait jamais les choses graves pour ce qu'elles sont, dans la gravité. Mais on arrivait toujours à mettre une connotation. Parce que ça va nous ramener effectivement à la transformation d'Olivia. Mais on arrivait toujours à mettre une note de... Voilà, on nous a toujours appris dans cette famille à tirer des choses vers le haut. Est-ce que vous perceviez cette différence? Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne le trouviez pas un peu féminin? Pas du tout. Alors, bon, il y a eu... pas du tout. Et pourtant, on vivait dans la même chambre, on était dans des lits superposés, on ne se lâchait pas d'une semelle, mais absolument pas du tout. Alors, bon, c'est vrai qu'il y avait les films... notre père nous faisait tous les dimanches soirs, il n'y avait pas de télévision, hein. Donc on passait les films des vacances. Alors effectivement, il y avait des réflexions. Voilà, Olivia, on l'appelait Sophie. Et je me souviens. Comment ça, on l'appelait Sophie? Mes parents nous disaient souvent parce qu'elle avait un côté peut-être un peu plus féminin. C'était la dernière. Ouais. Elle avait des traits féminins, quoi. Oui, mais moi, ça ne me frapperait pas du tout. Mais est-ce que vous pensez que ça, le fait qu'on l'appelle Sophie en regardant des films féminins, est-ce que ça peut avoir eu une influence sur son destin? Non. Non, pas dans notre famille. Vous en pensez quoi, vous, Olivia? Pas dans notre famille. Quand j'étais en Thaïlande, il y avait un groupe de filles qui venaient de tous les pays, de toutes les cultures, tout avait la même histoire. Donc l'influence des parents là-dessus, il faut être clair. C'est vrai que des mères peuvent se culpabiliser en disant j'ai peut-être fait une erreur, qu'est-ce qui s'est passé, bon, non, il faut là-dessus les rassurer.
Il n'y a pas d'influence directe du comportement. Alors, ça peut peut-être favoriser des prises de conscience plus rapides. Ça, c'est possible. Mais c'est en aucun cas, je crois, la raison profonde de la transidentité. Plus tard, au moment de l'adolescence, le parcours auprès des filles, il avait beaucoup de succès. Ça marchait bien. Comment il était physiquement Ça marchait bien. Très dandy. Oui, je trouvais même que ça marchait mieux que pour moi. Comment il était très attentif à ses vêtements. Bien. Donc, il y avait déjà la connotation peut-être de l'architecte, où on aime les choses bien faites, qui tombent juste. Peut-être. Dandy. Hein? Un peu dandy. Un peu dandy, c'est vrai. Mais bon, on avait les mêmes comportements, je veux dire, on avait la même façon de bouger, on avait les mêmes réactions, on avait le même vocabulaire, il n'y avait pas de différence. Les parents ne sentaient pas de différence entre nous. D'ailleurs, ils ont fini par nous appeler les jumeaux, parce que c'est comme si instinctivement on lisait le même livre en permanence. Hein. Quand on voit les jumeaux maintenant. Oui, même à l'époque, parce que les jumeaux, quand même, quand j'ai eu 18 ans et qu'Olivia en avait donc 3 et demi de moins, là, moi j'étais brun bouclé, elle était châtain. Là, la différence s'est marquée. Là, il y a eu un petit syndrome d'abandon de ma part, parce que là, évidemment, moi je partais vers d'autres aventures. Et puis donc pendant quelques années, vous avez chacun emprunté vos voies respectives, professionnelles, créé vos familles, vous vous êtes moins vus. Vous l'avez retrouvé au moment de son premier mariage. Enfin, il y en a Oui, eu c'est là où j'ai revu beaucoup. Je sais pas si Olivia vous l'a dit, mais il y a pour moi, hein, ce que j'ai vécu d'assez fort, c'est que à ce moment-là, elle m'avait demandé si je voulais bien venir dans un conservatoire de théâtre. Moi, j'étais déjà médecin urgentiste et j'avais déjà 3 enfants. Et je devais faire psychiatrie. Ma femme n'était pas très chaude. Et là, de faire du théâtre, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi, de pouvoir me mettre dans le rôle d'une autre personne. J'ai retrouvé ce que j'adorais dans notre complicité de gamins et d'adolescents, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, pas besoin de s'interroger ni quoi ni qu'est-ce, toujours pile poil au bon moment, les mêmes choses, les mêmes fous rires, les mêmes attentions l'un vers l'autre. Et ça a duré 3 ans. Et c'était une période. C'était à quel moment ça? Ça, c'était. Vous en étiez où, Olivia, là, dans votre parcours? 75, j'avais 25 ans. Donc c'était avant votre mariage. C'était avant mon mariage. J'aimais pas mon corps, j'étais pas à l'aise dans mon corps et je m'étais dit, je vais faire du théâtre parce que le théâtre, ça va être une manière d'accepter mon corps. J'aimais pas mon corps au point, même sur la plage, j'étais toujours avec une serviette sur les épaules. Voilà, donc je me suis dit, le théâtre, ça va me permettre d'apprendre à bouger, à m'accepter. Pas tant que ça, parce qu'en fait, j'ai plutôt refusé les rôles qu'on me donnait. Enfin, non, évidemment, je comprends aujourd'hui pourquoi j'étais pas bien dans mon corps. Et il en fallait beaucoup plus que du théâtre pour changer quelque chose. Mais du coup, Bruno est venu. Et là, alors là, on a joué ensemble. Et toute cette complicité qu'on avait accumulée au cours d'années, elle s'est exprimée sur les planches. Et alors, ça donnait le bon et le moins bon, hein, parce qu'il y a des moments donnés, c'était pas bon du tout ce qu'on faisait. Mais enfin, bref, c'était. Comme au théâtre, en fait, on n'aimait pas trop les contre-emplois, quoi. Ouais. C'est toujours dans le contre-emploi qu'on est le meilleur, c'est bien connu. Mais là, on était dans une pièce d'Harold Pinter, je me souviens très. Et cette pièce, on l'a jouée, mais comme si on l'avait même pas lue, quoi. C'était très drôle. Alors plus tard, vous assistez à son mariage et vous la trouvez moins bien dans sa peau. Un peu l'ombre d'elle-même, on peut dire. Alors, bon, moi, c'est vrai que j'avais fait ma vie, j'ai beaucoup voyagé, j'étais urgentiste, donc je travaillais beaucoup la nuit. Donc j'étais quand même très décalé, hein, socialement parlant. Et familialement parlant, j'étais très décalé. Donc on se voyait quand même beaucoup moins. Et quand on se voyait, c'était pour des dîners, pour des réunions de famille. Si on a fait des désabonnements au théâtre quand même pour se voir un petit peu plus souvent. Mais bon, il y a des petites subtilités entre nous qui avaient disparu quand même. Et vous vous dites on se regardait, c'était toujours aussi fort, aussi agréable, mais c'était pas, il n'y avait pas chacun avait fait sa vie quand même. Et comme on ne s'en racontait pas trop en fait,
comme quand on était gosse, on se racontait pas trop Ouais. nos vies. Mais vous pensiez quoi? Vous dites, bon, bah, c'est la vie, on a grandi. Oui, c'est ça. Alors, je mettais ça sur le compte de c'est la vie. On n'a pas la même façon de l'appréhender. On n'a pas les mêmes orientations, etc., etc. Donc, mais il y avait quelque chose, mais que je n'expliquais pas au-delà. Je mettais ça sur le compte de toute personne dans une famille qui trouve que son frère ou sa sœur a pris des distances pour des raisons X ou Y. Point. Avant le coming out, vous n'avez eu aucune... Enfin, un jour, vous allez le voir dans son agence. Vous allez la voir dans son agence. Elle a un peu déshabillée, un peu C'est la voyante. journée. La journée pour moi, c'est la journée folle et choc. Donc ça, c'est il y en a la eu journée qu'une. du coming out. Oui. Enfin, Vous deviez redouter, j'imagine, Olivia, Bah oui, faisait partie des personnes chères à votre cœur. Bien sûr. Quel était difficile. Alors Bruno particulièrement, bah, vu tout ce qu'il vient de dire, je suis dit, bon, allez, là aujourd'hui, je l'avais invité à passer à l'agence pour aller déjeuner ensuite, et je me suis dit, ce sera au cours du repas que je vais quand même commencer à aborder le problème. Alors à l'agence, vous voyez qu'est-ce Ah bah alors, que vous oui, alors j'arrive à l'agence, et alors là, quand même, elle était avec un grand manteau violet qui descendait jusqu'en bas, avec des chaussures de couleur assez pétard, quand même. Et moi, toujours, je disais, ah, dis donc, en ce moment, tu changes vachement dans la couleur, quand même. Et alors, elle me souviendrait toute ma vie. Elle me regarde et me dit, oui, ah ben justement, il va falloir que je t'en parle. On va aller déjeuner ensemble. Et là, vous dites quoi? Et là, je me suis dit, bon, là, elle va me dire un truc fort, mais... Vous n'avez aucune idée de non, ce qu'elle va vous dire? Non. Vraiment? Alors, par exemple, je peux vous dire, par exemple, l'homosexualité ne m'est même pas venue. Heureusement que vous n'avez pas fait psychiatrique. Comment? Heureusement que vous n'avez pas choisi psychiatrie comme spécialité. Ça, c'est l'application familiale hein, qui déborde totalement. Hein. C'est comme un médecin qui n'aime pas soigner quelqu'un de sa famille parce que là, on sort tellement de notre Trop impliqué, cordonnier. c'est trop impliqué, tu peux pas. Mais bon, et puis je vous dis, entre nous deux, quand on se retrouve, c'est toujours l'humour, la dérision qui font toujours l'introduction d'une discussion X ou Y. Et donc, alors là, écoutez, quand elle me l'a dit, je me souviens, j'étais en face d'elle, et alors c'est très curieux, j'ai pas eu de secousse. Alors c'est vrai que moi je considère la vie dans l'immédiateté. Je fais un métier où il faut être immédiat. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait de la médecine de l'aventure où il faut être immédiat. Donc je me mets toujours dans des positions où il faut résoudre les problèmes immédiatement, et j'adore ça. Donc j'aime bien immédiatement trouver la solution, faire face à un problème X ou Y. Et ce qui est très curieux, quand elle m'a dit ça, bon, il y a eu un effet de surprise, mais vous allez voir, c'est après qu'il est venu. Mais sur le moment, c'était bon. Comment on s'organise? Ça, je me souviens. Alors, comment on s'organise? Parce que tout de suite, comment on va annoncer ça à la famille? Alors, on avait imaginé une première couronne. La première couronne, c'était notre mère. Notre père était décédé. C'était justement, pardon, je vous arrête là-dessus, parce que le fait que vous fassiez votre coming out au moment où votre père est décédé, c'est un hasard? Autrement dit, est-ce que vous auriez pu l'avoir fait de son vivant? En tout cas, ça fait quelque temps après. Mon père est mort plusieurs années avant, quand même. Est-ce que ça a joué? Ma foi. Peut-être. Peut-être. Dans le cheminement. Ben oui, dans la libération de quelque chose, pourquoi pas. Toutes les hypothèses sont bonnes. Donc, alors, comment on s'organise? Comment on l'annonce à la famille? Donc, oui, alors, vous, tout rapidement, de suite, comment on fait la première couronne, les frères. Après, la deuxième couronne, ce sont les neveux, les nièces, les plus jeunes, et puis après, les amis, quoi. Bon, donc vous organisez tout ça. On organise ça, clac, 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 clac. Et puis, après cette annonce, vous avez eu besoin de vous voir souvent. Oui. Vous avez été très proche. Oui, moi, je pense, Olivia, comme moi. Ça nous a beaucoup ressoudés. Pourquoi? Moi, je pense que... Alors, je l'interprète, on n'en a jamais discuté, mais donc, pour moi, le fait que... moi, j'avais besoin de la ressentir en situation, le frère et le docteur. C'est-à-dire qu'il fallait que je sente quand même jusqu'où ça allait au plus profond d'elle-même, quand même. Et puis, à nouveau, le grand frère, quoi. Bon, alors, tu es dans une aventure, on la vit ensemble, quoi. En plus, c'est une aventure médicale aussi. C'est une aventure médicale. Et alors... La transition, Ah oui, là j'aurais deux mots à dire, parce que là... j'en finis donc avec ces problèmes du restaurant, ce besoin de se voir. Je pense que
Olivia avait ses sœurs, donc elle pouvait aussi poser des questions sur des problèmes de féminité ou autres. Mais je pense que la vie de son frère, est-ce que je suis vraiment bien dans une condition féminine pour toi, etc. Bon, il y a eu des gags avec ça. C'est normal au début. Par exemple. Oui. Oh, par exemple, il y a des clins d'œil. Quand elle est arrivée au restaurant, je me souviens, j'étais en terrasse. Bon, je la regarde, je dis, bon, Olivia, faut peut-être un petit peu rallonger ta robe. Là. Ouais, parce que Mais bon, c'était des jupes. tu C'est fais... ce qu'elle nous disait tout à l'heure. C'était Oui, bon, des signes. on continue de prendre C'était la rigolade. tout à la rigolade. On n'a jamais voulu mettre une connotation triste. Non, mais elle disait tout à l'heure qu'au début, en étant tellement heureuse de s'afficher en tant que femme, elle chargeait un petit peu le trait. Elle chargeait un petit peu les traits. Bien sûr, il y avait des filles qui disaient, bon, moi, par exemple, je m'habillerais pas comme ça. Mais c'était logique, mais elle n'était jamais dans Ça le... devait y aller. Hein J'avais dû en Mais mettre elle un était- paquet. Oui, mais tu n'étais jamais dans le fantasme. Donc, en fait, Elle n'a jamais été dans le fantasme. Elle était toujours dans une grande discrétion de tout ce qu'elle mettait Enfin, sur elle, quand même. Donc en fait, vous lui proposiez un regard d'homme. En Je disant, proposais un est-ce que regard ça me d'homme, tout à plairait, fait, est-ce que moi, ça me plairait exactement, pas. oui. Est-ce que tu me plais comme ça ou pas? Tout à fait. Bon. Tout à fait. Et Ensuite- là, il y a eu vraiment avec beaucoup de restaurants. Hein. Est-ce que vous, ça vous a remis en cause parce que vous vous dites, bah, moi, j'ai jamais décelé en elle le moindre signe de Oui, ça m'a remis en féminité. cause. Est-ce que vous, Ça m'a en tant remis en cause. Je qu'homme, me suis dit, mince, quand même, un médecin qui aime non, mais je particulièrement- pensais pas au Oui. médecin, mais je pensais... Oui, mais justement, ça m'a remis en cause sur le plan médical. Ah non, mais moi, je pensais aller en tant qu'homme. Ah, en tant qu'homme, non. Non. Bon, alors là, non. Pas du J'ai tout. dit, ouais. Pour moi, écoutez, ça va vous paraître très curieux, cette réaction. Mais pour moi, c'était une nouvelle aventure qui démarrait. Et je vais même vous dire une chose assez surprenante, c'est que plutôt que de dire bon, Olivia, est-ce que tu es sûre de ce que tu fais? Est-ce que tu es sûre? Tu ne crois pas que... Et ceci, et cela. Bon, les questions un petit peu classiques. Moi, c'était classé, ça. Moi, elle partait vers une nouvelle aventure. Et je me souviens qu'en sortant du restaurant, elle me reteste et elle me dit ça va, t'es sûr que c'est pas un choc, etc. Et moi, je me souviendrai toujours sur le trottoir, je lui dis écoute, je te remercie, tu m'as libéré. Libéré de quoi, en fait? Je me suis toujours posé cette question. Libéré de fait que j'avais l'impression que je retrouvais notre adolescence qui s'était arrêtée un peu quelque part et que je la sentais bien. Donc ça veut dire quand même, pardon Bruno, mais Oui, je ça veut t'en dire prie. que pendant des années, vous avez perçu, sans vous l'avouer, inconsciemment, son mal-être. Oui. Voilà, ça veut dire Pour ça. moi, il y avait... Ça pour vous moi, a il y libéré avait- de ça. Oui, mais justement, j'arrivais pas à me l'expliquer. Et puis surtout pas de poser de questions. Ben, c'est ça. Hein. C'est Ça ça. vous a libéré de percevoir ce mal-être sans pouvoir rien faire finalement. Voilà. Alors que là, tout d'un coup, vous étiez opérationnel à ses côtés. Tu m'aurais posé les questions, est-ce que j'aurais répondu même? Je ne sais pas. Mais non, C'était tellement dur de dire non, ça. bien sûr. Donc, comment vous l'avez accompagné après sur le plan médical? Sur le plan Tous ces médical, traitements, écoutez, elle- alors, moi, elle m'a subjugué. Elle m'a subjugué parce que, bon, d'abord, en tant que médecin, pendant je ne sais plus le nombre d'années, mais je n'ai absolument rien vu. Bon, mais, on peut, avec la complicité qu'on avait, on peut se mettre des masques, c'est certain. Je n'ai donc absolument rien vu. Et puis, d'autre part, ce qui m'a frappé, alors, mais vraiment frappé, c'est son parcours médical. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, parce que des médecins, il y en a, j'en ai compté, hein, ça va jusqu'à 6-7 médecins. Hein, ça part du généraliste, ça finit par le psychiatre, en passant par le dermatologue, le phoniatre, etc. etc. Bon. C'est quand même un parcours médical, c'est lourd. Moi, je trouve ça tellement lourd. Et puis, comment bien l'ordonnancer, etc., etc. Et à chaque fois, je lui disais, alors, tu vas voir un tel. Et à chaque fois, c'était très, très juste. Et ce qui est totalement exemplaire dans son aventure, moi, j'en ai tiré une très grande leçon, hein, jusqu'à convertir mes confrères de s'intéresser à une chose pareille, parce que je me suis aperçu que dans le milieu médical, on n'appréhende pas Oui, tellement. enfin, il faut savoir que nous, on demande la démédicalisation, mais que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin du corps médical. Parce que, non, mais là on peut mal comprendre ce que vous dites. La démédicalisation, on a quand même besoin de prendre des traitements pour Voilà. faire la transition. Voilà, on ce a que vous besoin de demandez, médecine. c'est que vous n'ayez pas à être validé par un psychiatre Voilà, pour absolument. entamer cette transition. Voilà. C'est ça ce que vous appelez Voilà, absolument. démédicalisation. D'ailleurs, c'est le parcours, c'est la reconnaissance libre de face pour l'acte de changement d'état civil, que ça soit libre de ce côté-là, hein, et gratuit en plus. Et qu'est-ce que vous en avez tiré alors comme leçon en tant que médecin? En tant que médecin, je me dis, il faut rester d'abord d'une grande humilité, vraiment face à tous les événements.
Et puis surtout, pas de notion de rejet sur quoi que ce soit. Ça s'est réconforté très fort chez moi. Et pas d'idée préconçue, pas de notion de rejet. Vraiment, améliorer l'écoute, aller Mais vous ne au l'avez plus profond du jamais... réacteur quand on est avec quelqu'un. Vous ne l'avez jamais rejeté, manifestement, parce que même quand elle a fait son coming out, vous avez été tout de suite opérationnel. Non, mais je veux dire, ça m'a servi après. Ça m'a servi, si vous voulez, dans mes relations avec les patients, si vous voulez, dans ma façon de les voir, de vivre plus fort ce genre de choses qu'on avoue, qu'on n'avoue pas. Peut-être j'étais mieux préparé pour poser la question ou éviter de la poser. Oui. Comment vous la trouvez aujourd'hui? Quel regard vous portez? Elle est superbe. Moi, je trouve que c'est une réussite parfaite jusqu'à l'approche tranquille. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça aurait pu être hystérique dans tous les sens du terme. Hein. Jusqu'à les choix de la transformation, la façon, excuse-moi du terme, quasi architectural. Tout a été fait vraiment au millimètre. Tout est bien fait. Je trouve que c'est une réelle surprise. Vous allez me dire, peut-être, je devance peut-être une de vos questions. Vous allez me dire, alors maintenant, comment je vais continuer de. Maintenant, je suis comme un grand frère. Je surveille sa petite sœur. Je suis dans l'observation de ce qui peut lui arriver, de dur, de difficile. Parce que vous êtes inquiet. Et de faire face. J'ai les inquiétudes des médecins, fatalement. J'ai les inquiétudes. On peut très bien, à un moment donné, avoir des moments de mal-être ou des choses qu'on ne s'explique plus. Les choses bougent, le corps bouge. C'est plus propre à tout le monde, là, c'est plus propre. Oui, mais oui, Olivia, mais te concernant, la vigilance est montée d'un cran. Voilà. Il y a une vigilance hormonale, peut-être? Une vigilance sur quand je sais que quand elle me pose un problème, comme le posent mes frères et sœurs, médical et autres, sur Olivia, je redouble plus d'attention parce qu'il faut que je lui donne une réponse qui soit véritablement juste et qui soit bien sentie. Mais alors, en fait, ce qui vous a surpris chez elle, c'est sa grande maturité, sa grande maîtrise. Ah oui. Le fait qu'elle soit à ce point équilibrée pour affronter tout ça. Ah oui, et en plus de ça se ressent quand elle vient à la maison. Je trouve qu'elle est totalement libérée. Moi, il y a une joie de vivre dans le présent actuellement que je retrouve des choses, une complicité adolescente, la façon dont on apprend la musique, etc., etc. Enfin bon, il y a des tas de choses qui reviennent comme ça au galop. Quand tu dis tout ça, je me rappelle que justement, quand on fait ce coming out, moi j'ai eu peur de perdre ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à un moment où on dit à son frère, sa sœur, pour qui est quand même un élément fondamental, quoi. C'est un lien incroyable. Et on lui dit, tu sais, voilà, je vais devenir quelqu'un d'autre. Pour toi, je vais être quelqu'un d'autre. Comment tu vas faire? Et tu aurais pu me dire, écoute, moi, non, ça passera pas. On aurait pu se perdre. Oui, non, mais j'admire la façon. Ce qui est dingue, c'est que vous avez perdu avant. Vous avez perdu. On s'était éloigné avant. Toute cette période où vous étiez si mal, en fait, inconsciemment, il vous avait perdu à ce moment-là. Et là, il vous a retrouvé. Et ça nous a rapprochés. C'est ça qui est merveilleux. Oui, ça nous a rapprochés. C'est ça. Et moi, je dis, ça m'a libéré. Ça nous a rapprochés, en fait. Ça nous a remis dans notre sillon dans lequel on était si bien. Il est sympathique, hein, je comprends. Vous soyez proche de lui. C'est un frère super sympa. Ouais, c'est mon frérot. Donc, je voudrais parler de ce livre quand même, que vous avez donc écrit récemment, puisque ça a été après le travail que vous avez entamé avec Michel Delaunay. Donc, ça s'appelle D'un corps à l'autre. Vous racontez tout ce parcours? Je raconte tout ce parcours et beaucoup plus parce que on peut rentrer dans le détail. J'essaye de faire comprendre ces choses quand même qui est très difficile pour qui que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire d'être mal dans son corps, par exemple? C'est ce qu'on dit. Nous, on dit on n'est pas là où on doit être. Mais pour quelqu'un qui vit pas ça, on sait ce que c'est que la peine, on sait ce que c'est que la joie, on sait ce que c'est que l'amour, mais de pas être bien dans son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, j'ai essayé d'amener le lecteur dans ce voyage à comprendre ça et comment ça nous pousse à faire tout ce chemin. Et comme je dis qu'il est long ce chemin pour arriver jusqu'à soi. Il est long, hein. Michel, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? À l'époque, vous étiez donc ministre J'étais donc députée dans la législature précédente, 2007-2012. On a dû se rencontrer vers 2010-2011. 2011, oui. Et j'avais été sensibilisée sur
la question du changement de sexe et des difficultés de vie des personnes trans. Et donc, nous nous sommes rencontrés, nous avions formé un petit groupe très, très réduit, 3 ou 4 personnes au tout début, pour étudier la possibilité de légiférer, c'est le boulot d'un député, pour simplifier, pour en tout cas accompagner les difficultés d'un point de vue législatif, là on est bien dans un cadre strictement professionnel, des personnes trans qui désiraient changer de sexe, en particulier à l'état civil. Je le dis bien, nous nous limitions, du moins dans le cadre de cette proposition de loi, à l'aspect législatif. Premièrement, ce parcours est long et difficile. Pouvons-nous le simplifier, le rendre moins traumatisant? Je parle du parcours sur le changement d'état civil. Et deuxième point, nous avions tous été très choqués d'un fait, c'est que le changement d'état civil était établi, était accepté ou non par un magistrat qui était plus ou moins conciliant, ce qui fait que suivant que vous habitiez Langon, Brest ou Strasbourg, la procédure était totalement différente et les chances de la réussir. Donc remettre un peu d'égalité dans tout Mettre ça. de l'égalité. Voilà exactement le rôle du législateur. Premièrement, l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire. Et deuxièmement, dans toute la mesure du possible, ce qui peut faciliter, simplifier la vie. Quel a été votre ressenti lorsque vous avez rencontré Olivia? Eh bien, ça a été pour moi, j'ose dire, une double révélation. Premièrement, la révélation de la difficulté du parcours qu'avait connu Olivia et d'autres personnes que nous avons auditionnées. Parce que, bien sûr, Olivia n'a pas été le seul grand témoin, la seule participante à ces auditions. On essaye de travailler sérieusement. Donc j'ai découvert, en effet, quelque chose qui demandait une très grande maturité et une très grande stabilité de caractère et une stabilité dans sa décision. Et deuxièmement, donc ça a été une révélation de voir quelqu'un comme Olivia parfaitement maîtriser la parfaite compréhension que nous étions là en tant que législateurs. Alors, il vous a fallu 1 an pour élaborer ce projet de loi. Pourquoi si longtemps? Alors, très simplement dit, c'était à peu près en 2010-2011, nous avons affronté une première difficulté. Peu de députés étaient même au courant du problème. Il y a eu un progrès considérable entre les 2 législatures et maintenant, ils étaient beaucoup plus nombreux à être informés. Donc, première chose, il y avait des députés qui disaient « Ah oui, puisque tu nous en parles, c'est sûrement intéressant, mais c'est pas des sujets où je m'y connais. » Vous savez, les députés savent aussi quelquefois être modestes. Quelquefois, c'est pas très souvent, d'après ce que Non, vous avez l'air de ça, dire. je confirme, ça existe. C'est rassurant. Donc, c'est rassurant. Donc, nous voulions travailler sérieusement. Puis, nous avons fait un colloque à l'Assemblée nationale. Nous avons auditionné des juristes en nombre. Parce que, vous savez, le changement d'état civil, c'est pas seulement aller dire « Bon, ben, je m'appelais il, je m'appelle elle ». D'abord parce que cette il ou cette elle a des antécédents. Et en particulier des antécédents familiaux. Et peut avoir des enfants, peut avoir de s'être marié 3 fois. Enfin, je complique volontairement au maximum. Donc les problèmes de droit se révèlent au fur et à mesure. Et donc nous avons essayé de maîtriser cela. Est-ce que vous êtes parvenu à simplifier tout ça? Alors, la proposition de loi, pour dire très, très simplement, c'était sous une majorité de droite, Nicolas Sarkozy président. Nous savions qu'elle ne passerait pas. Et tout le monde qui travaillait le savait. Mais nous voulions marquer, poser un pied dans la porte et faire qu'il y aurait, pour les prochains, une base de travail. Et alors ce qui a été aujourd'hui, le cas. voilà. Et donc la majorité de gauche
Alors à ce moment-là, moi, j'étais en retraite puisque j'étais ministre des Personnes âgées, mais ils se sont dit, bien, le projet de loi de Michel et la proposition de loi de Michel, Alors, je rappelle que vous êtes député PS. PS, voilà, est intéressante, nous allons la reprendre. Et ils m'ont prévenu, hein, c'était tout à fait en bonne cordialité, ils l'ont repris. Ils y ont retravaillé, changé quelques points, virgules, mais globalement, elle est demeurée la même. Et elle n'était toujours pas passée il y a 2 mois ou 3 mois. Parce qu'il faut un créneau pour passer une Et alors loi. aujourd'hui, elle est passée. Et aujourd'hui, elle est passée sous la forme d'un amendement D'accord. à la loi justice du XXIe siècle. C'est-à-dire que tout n'est pas... On aurait préféré la proposition de loi dans son entièreté, Ouais. mais là aussi, il y a eu quand même une avancée. Et vous savez, et ça m'a été reproché, ça nous a été... certaines personnes trans nous ont dit, vous n'allez pas assez vite, etc. C'est pas une loi qui est assez radicale. Il faut que les choses se fassent pour entrer dans le droit, pour entrer dans la loi. Il faut qu'elles soient admises et qu'elles se fassent par étapes. Je ne regrette pas ces étapes. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'en pense Olivia, le problème est beaucoup plus, et grâce à elle en particulier, beaucoup plus aisément abordé. Olivia? Oui, Michel est modeste, il y a des choses qu'elle ne dira pas, mais quand on reprend un peu les choses, quand on avait été là... Au début, on avait envoyé une lettre pour informer les députés sur la situation des trans en France. Nous avions envoyé une lettre à tous les députés. Une seule députée a répondu, c'est Michel, qui nous a reçus dans son bureau. Et je dois avouer que ça a été pour nous vraiment réconfortant de voir que au moins une députée s'intéressait à notre histoire. Et comme par hasard, une femme. Hein. Voilà, donc je voudrais lui rendre quand même cet hommage parce que c'est quand même, ça a été le point de départ de l'histoire. Et pourquoi? Parce que je crois que Michel a regardé ça non plus comme une députée, même si effectivement le travail c'est un travail législatif, mais elle a regardé ça en tant que personne et sur un problème humain. Et elle a vu que derrière ça, c'était les problèmes humains qui existaient. On ne pouvait pas passer à côté. Et donc que c'est tout à son honneur. Michel, vous avez un avion à prendre, donc merci d'être venu nous voir. Je vous libère, je vous laisse partir. Positive. Merci, donc rentrez bien à bientôt. Bordeaux. Alors, hein, on a ça en commun On va tous les essayer. deux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez dû faire face au rejet des autres, vous vous êtes battu contre l'intolérance, qui est l'un des fléaux de notre société. On va en parler justement avec ceux que nous appelons ici les dénicheurs. Chaque jour, ils présentent des initiatives qui sont porteuses d'espoir. Ils nous présentent des personnes inspirantes qui font de grandes choses pour qu'on vive mieux ensemble. Et on va les accueillir. Alors aujourd'hui, on va accueillir Brigitte, Luc et Eddy. Bonjour, 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 bonjour. Ça va? Ça va, On est à côté de vous. Bonjour. 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 Alors Brigitte, Je crois que vous avez caché quelque chose à Sophie. Vous lui avez dit que vous aviez joué au rugby, que vous étiez passionné de sport et que vous aviez joué au rugby pendant 13 ans. J'ai dû en parler quelque part. Je sais pas si c'est arrivé jusqu'à Sophie, mais... pas jusqu'à moi en tout cas. Et donc vous avez joué pendant 13 ans. Et saviez-vous que le rugby pouvait lutter contre être un outil pour lutter contre l'exclusion? Eh ben, je vais vous en parler. Alors, avec plaisir. Voilà. Alors Eddy, lui, est très sensible au monde qui l'entoure, mais pas que. Mais exactement. Alors, je vais vous parler, comme Brigitte, elle a dit que vous aimez le sport, moi, je vais vous parler de voile. Est-ce que vous avez déjà fait de la voile? Alors là, ça va être mon frère qui va adorer. Le Breton, Saint-Malo, si on ne fait pas de la voile à Saint-Malo, je ne sais pas où on en fait. Allez, vous amène en Bretagne. Eh bien, voilà, je vais vous amener en Bretagne, où 4 jeunes décident de faire le tour du monde en voilier, afin de relever un défi 0 déchet. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Et Luc? Ça, c'est fort. Formidable. Ça, c'est fort. Eh bien, moi, en tant que grand sportif, je vous amène à la piscine. Allez. Bon, sachant que vous veniez, je me disais, quand on est une personne transgenre, je me dis que ça doit être quand même pas évident de se mettre en maillot de bain. Et bien sûr. Souvent, ça provoque chez les personnes transgenres un repli sur soi. On n'y va pas à la piscine. On a peur du regard des autres, on reste chez soi.
D'accord? Eh bien, c'est le constat qu'a pu faire une personne transgenre qui s'appelle Giovanna. Elle habite à Paris. D'accord? Elle a 46 ans. Et donc, Giovanna s'est dit, ben oui, pour toutes ces personnes qui ont envie d'aller à la piscine, ça serait bien qu'on puisse avoir, sans avoir le regard des autres, sans avoir ce réprobateur, oui, ces personnes sont différentes, donc, ouh là là, je m'approche pas, voilà. Bien qu'on puisse avoir un créneau à la piscine. Alors, elle lance une initiative qui s'appelle Osons le genre, avec un jeu de mots O-E-A-U, zon, le genre, justement, pour pouvoir avoir dans une piscine parisienne, eh bien, un créneau horaire. Moi, je réagis bizarrement à ça, parce que je trouve que du coup, on les cantonne à un créneau horaire et... Il dit mais non. Hein? Tu vas voir que, c'est pas tout à fait comme ça. D'accord. Parce que Christiane Taubira, à l'époque, garde des Sceaux, trouve cette initiative vraiment intéressante et l'association, pour cette initiative Osons le genre, gagne un prix qui se bat pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. La mairie de Paris les aide et là, ils obtiennent un créneau pérenne à la piscine Rouvet dans le 19e arrondissement de Paris. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'au début, les personnes transgenres viennent. D'accord? Et puis après, les conjoints des personnes transgenres viennent. Et après, les amis des personnes transgenres viennent. Et après, ben demain, si moi je veux y aller, j'y vais. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un créneau horaire qui n'est pas que pour les personnes transgenres. Et aujourd'hui, tout le monde peut venir à ce créneau horaire qui est le samedi soir de 20h à 22h. Donc, c'est des créneaux ouverts à tous. Ouvert à tous, mais où on va être ouvert sur la question À la différence. de... Voilà. C'est friendly, comme on dit. Comment? C'est friendly. C'est totalement friendly. Alors, tellement friendly qu'il y a eu un artiste qui a voulu immortaliser ces moments-là, justement. Et donc, il y a eu une expo qui a eu lieu en mai dernier, lors de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et ben là, on peut voir les photos qui ont été faites à la piscine à l'époque. Vous en À la pensez piscine. quoi? Moi, je trouve ça merveilleux, effectivement, parce que ça, c'est une manière de nous aider à pouvoir vivre des choses du quotidien, aller à la piscine, sans qu'on soit dans des situations de mise en difficulté. Elles sont vraiment utiles, toutes ces associations, surtout celles qui font du terrain et qui répondent aux questions. Après, il y en a d'autres qui sont plus engagées dans la façon de militantisme, voire le versant politique, et qui sont aussi très actives et très utiles. Mais voilà, il y a plusieurs modes d'action. Très bien. Et celles qui font ce genre de choses sont vraiment remarquables. Pardon? Juste, il y a un domaine dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est dans l'univers carcéral. Il faut imaginer les conséquences aussi dans l'univers carcéral d'une personne trans qui n'a pas encore ses papiers. C'est-à-dire quand c'est un homme qui est carcéré alors qu'il a une apparence féminine, Ouais, il va être mis à l'isolement. bien sûr. Enfin, elle va être mise à l'isolement. Voilà, c'est une peine dans la peine. D'ailleurs, elle ne pourra même pas profiter etc. Donc, il y a encore beaucoup de domaines dans la société française où, quand on est une personne trans, on n'a pas une vie et une égalité de traitement face à la vie. Alors justement, dans cette initiative, c'est devenu un vrai succès. C'est-à-dire que tout le monde se donne le mot et c'est vrai, c'est un vrai moment de... Ah, tant mieux, c'est bien. Ah, c'est Et bien. moi, j'avais Alors, vraiment envie de parler de ça parce que je trouve que c'est... Je vais te dire, la première fois que j'ai pu me mettre en maillot de bain 2 pièces, que je suis allé sur la plage, mais je me suis là éclaté, j'ai couru, j'ai sauté dans l'eau, alors qu'avant je me mettais comme ça, je voulais bien pas qu'on me sûr. voie. Voilà, c'est Est-ce que vous l'aimez, votre corps, aujourd'hui? je sais pas s'il est bien, en tout cas je l'aime, oui. Voilà, ouais, il me va bien. Ouais. Donc, Luc, ça marche tellement bien que... Est-ce que ça se développe un peu partout Alors, en France ou pas? Pour l'instant, ce n'est qu'à Paris. Mais Marseille et Lyon, deux associations transgenres là-bas, sont très actives et ont envie de le mettre en place parce qu'il faut que ça fasse des petits. C'est une bonne idée. Vivons avec nos différences, tous ensemble. C'est vraiment ça qui, moi, me passionne. Alors, Eddy, on va passer à la voile. À la alors. voile, Donc, alors, c'est quoi le exactement. projet de ces 4 sportifs, Alors, navigateurs? En fait, c'est un projet qui a été mis en place sur à peu près 2 ans. C'est 4 jeunes qui vont faire le tour du monde, un tour du monde qui va durer 2 ans, avec un seul défi, 0 déchet. Alors, comment ils font ça? Pourquoi ça leur est venu? C'est quoi le but? Il y a un reportage qui a été fait. Je vous propose de regarder son reportage afin de répondre à toutes ces interrogations qu'on pourra avoir sur ce projet. Alors, on y va.
Aujourd'hui, on produit beaucoup trop de déchets qui finissent souvent dans les océans. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir avec 3 amis d'enfance pour un tour du monde zéro déchet pendant 2 ans sur un voilier. L'idée de ce projet, c'est de montrer qu'il existe des solutions pour arriver au zéro déchet et repenser notre manière de consommer. C'est quoi ça? La paille pour les poules. Stylé. Nous, on habite sur la côte, et c'est vrai qu'après chaque tempête, on voit des détritus, des plastiques sur la plage. Et toutes ces choses, on n'a pas envie que ça se reproduise. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être utile, parce qu'on a envie d'agir, on a envie de faire notre part. Un peu comme le colibri, en fait. Jojo. Jojo. C'est bien, ça commence à être bien rempli, là. On est bon. Pas mal du tout. On a eu des petites à repartir. On va mettre ça dans le bocal. Il va y avoir de la place là-dedans. Donc notre voilier, en fait, à la base, était assez classique, mais c'est vrai qu'on l'a réaménagé complètement pour être zéro déchet. Donc, par exemple, sur l'alimentation, on a travaillé sur des conteneurs hermétiques pour pouvoir accueillir de la nourriture en vrac. On a également des bocaux en verre qui vont nous permettre de faire des conserves. On va avoir du séchage, du salage, donc beaucoup de différentes solutions qui ont été adaptées du coup au bateau pour être zéro déchet. Nous, on a prévu 30 escales, où là, on va rencontrer des associations et des ONG avec lesquelles on va travailler sur des sujets de développement durable. Et ça va être l'occasion pour nous, du coup, de vraiment réaliser des actions communes avec eux. Ok, donc, pour commencer, donc, comme je disais, on part vers le sud, les Canaries, Cap-Vert, on traverse l'Atlantique jusqu'aux Antilles. Et aux Antilles, premier projet qu'on va voir, donc c'est à Haïti. Et là, on va distribuer des semences libres de droit, Cocopelli. Et ensuite, Panama. Ensuite, on traverse l'océan Pacifique jusqu'à l'Australie. Entre l'Australie et l'Indonésie, où on aura plusieurs escales. Et là, on aura un projet en Indonésie. Pour protéger les coraux, donc nous, ce qu'on va faire, ce sera peut-être aussi reconstituer des coraux, replanter pour essayer d'étendre le maximum ces barrières de corail. À tout à l'heure. C'était le bon moment de faire ce projet dans le sens où là on a tous fini nos études. Et parce qu'on est jeune, parce qu'on n'a pas de CDI, parce qu'on n'a pas d'enfants. Pour moi, c'était un rêve et c'est joindre l'utile à l'agréable, en fait, et faire quelque chose pour la société. Donc ça aussi, c'était important pour moi. Ok, ça arrive. On n'a pas fait de grandes traversées ou de navigation. Ça me fait pas peur parce qu'on a déjà rencontré plusieurs équipages qui sont partis comme ça sans avoir de grosses notions de voile. On va apprendre sur le voyage, sur le trajet en fait. C'est notre première sortie du port avec Écolibri. Tous les quatre. Même si c'est juste un demi-mille, c'est déjà génial. Puis il fait beau en plus, donc c'est top. C'est vraiment top. Ils sont très sympas, qui s'entendent très bien. C'est assez rare de voir 4 jeunes qui s'entendent aussi formidablement bien. Et puis je pense que naviguer pendant 2 ans sans déchets, c'est une sacrée belle leçon pour tout le monde, quoi. 3, 2, 1, 0. C'est vrai que pour ce projet, j'ai quelques appréhensions. Enfin, j'ai jamais quitté ma famille pendant 2 ans comme ça, net, sans revenir. Après, c'est vrai qu'on espère aussi peut-être y voir plus clair dans notre vie, savoir peut-être mieux ce qu'on veut devenir et ce qu'on veut faire. Je ressens beaucoup d'excitation à la veille du départ. C'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'on prépare ce projet, donc tout arrive à sa fin. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques petites choses à préparer sur le bateau, mais on a vraiment envie de partir.
Et on attend que la fenêtre météo pour larguer les amarres. Formidable projet. Ils sont partis là? Eh oui, ils ont levé l'ancre, ça y est. Il a fallu un financement parce que quand même il faut financer 2 Oui. ans en mer. Ils l'ont trouvé comment? Effectivement, alors c'est vrai que c'est pas facile, ils l'ont expliqué, c'était pas facile. Ils ont eu des hauts, des bas pour trouver des partenaires et des mécènes, mais il se trouve qu'ils ont été un coup de cœur pour l'association Nicolas Hulot. Pas mal. Qui les aide. Ouais. Et aussi Hélène MacArthur, la célèbre Oui, navigatrice, d'accord. qui est tombée amoureuse du projet et qui est leur marraine. Mais ils ne se sont pas trompés. Hein. Oui, puis ils ont eu des mécénats, des Oui, voilà, partenariats, ils parce sont- que leur idée, c'est vrai qu'elle est chouette, quoi, de vouloir faire le tour de Parce trouver que- toutes ces initiatives. Alors c'est quoi le but? Alors on va rappeler le but Ouais. de ce voyage. C'est pas que se faire plaisir en Alors- faisant un voyage autour du monde. Ben non, le but c'est de sensibiliser le public, sensibiliser le monde à justement zéro déchet, au fait qu'on peut tous faire zéro déchet. Et aussi, ils vont aider des initiatives. On l'a vu, ils ont tout un planning sur leur tour du monde. Alors, ils vont faire plein de trucs, notamment, ils vont aller au Cap-Vert pour mettre en place une structure de ramassage de déchets marins. C'est-à-dire qu'ils vont aller aider une association là-bas. Il faut avoir conscience d'un truc. Nos océans sont dans un tel état de pollution Ouais. que si on continue comme on fait aujourd'hui avec le plastique, en 2050, c'est quand même après-demain, quoi. Hein, en termes de poids, il y aura plus de poids de plastique dans l'océan que de poissons. Chaud. T'entends ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. C'est... On est en train de... C'est fou. Il y a un jeune Hollandais qui a mis au point un système de collecte en pleine Oui, mer. avec comme un filet, quoi, hein. Des bras, je sais pas comment c'est. Ouais. De manière à retraiter. Ces fameux plastiques voilà, qui sont au c'est milieu ça. de l'eau. Ouais. Que C'est quand même la taille de la moitié de l'Europe, hein, ce fameux 7e continent. Ça prend une surface dingue. incroyable. Incroyable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à part suivre leur périple, Eh bien, peut-être? justement, on va suivre leur périple parce qu'ils ont prévu de faire une web-série, c'est-à-dire des petites vidéos de 3 à 5 minutes où ils vont nous montrer un petit peu ce qu'ils font, où ils en sont et où est-ce qu'on peut retrouver ces vidéos? Eh bien, évidemment, sur le site de 1001 Vies. Leur site à eux, c'est sailingforchange.com, Sailing for Change qui est le nom de leur association, Voyager pour le changement. Et bien sûr, on va essayer, je vais essayer de vous apporter à chaque fois que je viendrai de leurs nouvelles, voir, on vous les montrera où ils en sont, ce qui se passe. Et si malheureusement je ne suis pas là, je chargerai mes amis dénicheurs Avec le plaisir. de vous montrer leur Et avancée. ils ont quel âge, ces jeunes? Ils ont déjà une Ils ont expérience professionnelle? 26, 27 ans. Magnifique. Brigitte ne va pas te Initiative. contredire. Non, Alors, pas Brigitte du a tout. trouvé Jamais. Brigitte qui est certainement très très sportive. Ah oui, J'adore le Complètement, sport. j'adore ça, je passe Bien mon sûr. temps. Surtout les troisièmes mi-temps. Oui, je reconnais. Un peu moins maintenant, mais quand même. J'ai été trahie par Frédéric. Voilà. Alors, deux passionnés de rugby, Jean-Claude Lacassagne et Yves Apriot, un jour se sont rendus compte que les jeunes, surtout dans les cités, ne connaissaient pas du tout le rugby, ne savaient pas ce que c'était. Et donc, ces deux messieurs formidables se sont dit, en 94, ils se sont rendus compte de ça, et en 97, ils ont créé une association qui s'appelle Drop de béton. Alors, l'idée de cette association, c'est d'aller chercher les jeunes devant dans leurs immeubles, de les appeler comme ça, ou dans les écoles, etc. Et ils ne sont pas obligés d'aller vers le sport, c'est le sport qui vient à eux. Alors, Des photos. Voilà. Voilà, ils s'installent au pied des au barres. pied des... Et ils leur font Manu, Alors, tu descends? j'imagine Oui, c'est ça. que le rugby, Je te jure que c'est ça. Non. Brigitte, le rugby, c'est pas un sport anodin. Si ils veulent les initier au rugby, c'est parce que c'est un sport qui véhicule certaines valeurs. Eh bien voilà, ces fameuses valeurs du rugby, Et voilà. qui sont le respect des autres, le respect de soi-même, et aussi l'acceptation des différences. Ouais. Chez nous, à Toulouse, on dit école du rugby, école de la vie. Eh oui. C'est pour dire les valeurs. C'est vrai que Non, mais je rigole pas. Non, mais c'est... Oui. Mais le rugby, et c'est ça, c'est ce qui pourrait le définir, c'est on ne joue pas contre quelqu'un au rugby, on joue avec quelqu'un. Ça, c'est l'esprit du rugby. Voilà. Mais c'est C'est pas un adversaire, c'est quelqu'un avec qui on joue. Et voilà. Et alors, aujourd'hui, vous faites du sport? Je fais un peu comme Churchill, je suis en bonne santé parce que
C'est fini, demi-mêlée? Oui, j'ai arrêté tout ça. Il y a des équipes de rugby non, je fais plus de féminines. Bien sûr, elles sont très fortes. L'équipe de France est très forte en rugby féminin. Elles jouent bien. Ah, elles sont superbes. Elles sont remarquables. Ah, je les ai vues vraiment, contre le Canada. elles Plaisir sont à voir. Bon, les Canadiennes sont meilleures, c'est un vrai. peu. Et c'est Mais champion bon. du monde, hein, je crois Et bien. oui, oui, oui. Comme ça. Comme les équipes pour le foot, c'est une autre façon de jouer, une autre stratégie. Ouais. C'est pas dans la violence. Mais elle joue un peu le communication. rugby d'il y a quelques années, c'est-à-dire beaucoup sur l'esquive et Fluide. pas Oui. trop sur le contact. Pas le contact, ouais. Donc c'est sur moins le contact. haché comme Enfin, le rugby. quoique, elles font pas semblant. Hein. Olivia, ça ressemble à ce que vous nous décriviez tout à l'heure, quand vous êtes devenue une femme et qu'il a fallu parvenir dans le milieu professionnel à trouver d'autres armes. Voilà. Hein, Voilà. de la confrontation. Donc vous disiez, c'est un peu la même chose pour les joueuses de rugby sur le terrain, non? Pour les amoureux du rugby, ils retrouvent un très très beau rugby quand c'est joué par les femmes. Vraiment, très beau rugby. Bon, ben voilà. Bravo. Hein. Là, donc, Alors donc cette association, elle a combien d'années maintenant? Il y a Elle a combien 20 de ans. jeunes? Et plus de 10 000 jeunes ont bénéficié de cette association. C'est très bien. Oui. Ils ont une section de rugby fauteuil qui va faire partie de la Fédération française handisport. Waouh. Voilà. Magnifique. C'est super. Formidable. Donc on peut conclure sur ma citation préférée. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Vous avez réalisé beaucoup de vos rêves. Celui de devenir celle que vous ressentiez profondément en vous, donc une femme, Olivia. Voilà. Merci de tout cœur Merci d'être aussi. venue nous voir. Je rappelle donc votre livre publié chez Robert Laffont, D'un corps à l'autre. Merci beaucoup, c'était Merci à vous. passionnant ce témoignage et ce regard sur la différence. Voilà, la nécessité de la voir en tout cas avec la plus grande bienveillance. Merci à tous et bravo. Merci. Si vous aimez les belles rencontres, lundi, vous serez étonné et ému par les histoires fascinantes de ces deux mères qui viendront nous parler de ce qui est encore un mystère pour les médecins, le déni de grossesse. La maternité est le plus souvent vécue comme un moment magique, mais pour ces deux femmes, elle est passée totalement inaperçue. Aucun symptôme, pas de ventre arrondi. L'une d'elles a même découvert qu'elle portait un bébé 1 heure seulement avant d'accoucher. Elles nous raconteront comment elles n'ont rien pu deviner et quelle mère elles sont devenues depuis cette grossesse éclair. Je n'ai plus eu mes règles, alors ça m'inquiétait, donc je suis allée voir un médecin. Il me fait allonger sur la table, et il me palpe un tout petit peu, il me dit en fait tu es enceinte au moins 6 mois. Pour moi, c'est absolument inconcevable. Je ne peux pas entendre une parole pareille. C'est impossible. C'est irréel, c'est un autre monde. Pour moi, c'est le chaos total, le choc. Je pensais que j'avais une intoxication alimentaire avec un sandwich que j'avais mangé la veille. J'arrive aux urgences, je passe chez l'infirmière, elle me dit écoutez, vous êtes enceinte, quoi. Je dis mais c'est pas possible. Et elle me dit en fait, c'est pour tout de suite.